plus stopper l'immigration de certains de nos concitoyens vers les pays voisins du Nord. Les femmes éleveurs de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de s'organiser. Leur activité pastorale de plus en plus croissante nécessite une organisation pour mieux défendre leurs intérêts. C'est au cours d'une rencontre sous-régionale entre femmes pasteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Tout d'abord à la présidence de la République où le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu avec le haut représentant de l'Union africaine pour la création de la force africaine en attente FFA. Le Guinéen, le général Sekouba Konaté, a échangé avec le chef de l'État sur des questions sécuritaires en Afrique et dans la sous-région. Voici sa déclaration à la sortie d'audience. Non seulement on était venu voir le président Issoufou, tout le monde sait que c'est un grand président en Afrique, dans un premier temps, dans un deuxième temps, de voir pour qu'il puisse, avec son expérience qu'il a, et comme il est écouté par les grands de ce monde, pour qu'il puisse nous aider, qu'on puisse mettre dans la rapidité la force africaine en attente pour pouvoir réagir aux conflits qui se passeraient dans les pays. Toujours à la présidence de la République, le président de la République, chef de l'État, a également reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission. Après un peu plus de 2 ans de service au Niger, Saoud Al-Daïl est allé faire ses au revoir au président Issoufou Mahamadou, le diplomate saoudien, à la sortie de l'entretien. L'audience est axée sur les préparatifs de mon départ définitif du Niger. Vraiment, c'est un bon souvenir. Vraiment, j'ai passé un temps agréable ici au Niger, plus que les autres pays que j'ai effectué ma mission. Et c'est là grâce à Dieu et puis grâce aux orientations fermes que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement. Et puis j'ai reçu aussi le soutien des autorités gouvernementales. Et puis le peuple nigérien aussi est très aimable. J'ai passé 2 ans et demi ici au Niger. Et puis ma mission ne s'est pas seulement limitée aux audiences officielles. J'ai participé aussi aux cérémonies organisées par les Nigériens ici. J'ai visité aussi certains hameaux ici au Niger. Et puis j'ai pris attache avec la population. Et puis j'ai constaté la souffrance de ces populations. Et puis l'année passée, j'ai inauguré 72 puits dans la région de Birni. Et 2 mosquées aussi. Et puis très prochainement, le samedi prochain, s'il plaît à Dieu, je vais inaugurer 134 puits aussi. Et 12 mosquées. Et tout cela, c'est la collecte des dons des Saoudiens que j'ai pu organisé et programmé pour la construction et le financement de ces projets. Ce sont des bienfaisances des amis et connaissances saoudiens et puis des proches aussi. Je vous remercie. La signature de l'accord de partenariat stratégique lundi dernier entre l'État du Niger et le groupe nucléaire français Areva continue de susciter des commentaires de la presse internationale. Selon Denise Poté-Durand, journaliste à TV5 Monde intervenant dans l'émission Afrique Presse et interrogé par Hassan Diop de RFI, le charisme du président de la République Issoufou Mahamadou a pesé dans la balance. En voici un extrait. Je crois aussi que, comme le disait Luc Courcelles lui-même, le fait qu'il soit venu à Niamey est un signe de décrispation après ces 3 mois de blocage. Mais je pense aussi qu'à Areva, on semble avoir compris que contrairement à Tandja, Issoufou sait de quoi il parle. Il connaît la maison de l'intérieur, il a été ingénieur à Areva avant d'entamer sa carrière politique. Et on ne peut pas d'un côté lui opposer le fait qu'on ne veuille pas appliquer la nouvelle taxation qui rapporterait, comme vous le disiez, 20 millions d'euros au Niger, et dans le même temps engager des financements pour acquérir une mine en Namibie. Ça n'a pas de sens. Et au Canada. Et au Canada. Issoufou a une très belle carte, je crois, dans la Manche, c'est que Areva a des prétentions sur une 3e mine, la mine d'Imouraren, qui est très convoitée par les Chinois, et Areva sait aussi ce qu'elle doit à Issoufou dans la libération des otages, et Paris, dans le dispositif sécuritaire, c'est aussi ce que Niamey représente dans ce dispositif sécuritaire au Sahel, avec notamment la présence des drones à Niamey.
Plénière à l'Assemblée nationale, hier les parlementaires ont dans la soirée examiné et adopté des projets de loi. 5 au total ont été après débat validés par la représentation nationale. Amsit Mohamedou et Salif Garba. 5 projets de loi de ratification ont été examinés et adoptés hier de l'après-midi par les députés. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre la République du Niger et la République bolivarienne du Venezuela dans le secteur énergétique, signé à Port-Lamar, Nuevela, Esparta, le 27 septembre 2009. L'objectif du présent accord est de créer le cadre juridique régissant la coopération dans le secteur de l'énergie et des mines entre les deux pays. Ce projet de loi a été adopté après examen à 68 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-02 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de mise à disposition d'une ligne de crédit d'un montant de 34 540 000 $ US, soit 16 623 624 000 francs CFA, signé le 12 septembre 2013 à New Delhi entre la République du Niger et la Banque d'export-import Exim Bank de l'Inde relatif au projet d'électrification de 30 villages par énergie solaire et de l'installation d'une station solaire photovoltaïque de 5 MW au Niger. Après la présentation du rapport par la Commission des affaires générales et institutionnelles, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a donné certains éclaircissements aux différentes questions des députés. C'est ainsi que, après les discussions générales, la plénière a adopté ce projet avec 63 voix pour, 4 contre et 0 abstention. Ensuite, les élus ont examiné le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-03 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de la convention de prêt d'un montant de 50 milliards de francs CFA signée le 17 septembre 2013 à Brazzaville entre la République du Niger et la République du Congo relatif au financement du projet d'investissement dans le secteur prioritaire retenu par le Niger dans sa stratégie de développement économique et social. Ce projet de loi a été soumis à l'examen de la Commission des affaires économiques et du plan. Après la présentation du rapport de la dite commission, les consignes de vote ont été données par les différents groupes parlementaires. Ainsi, ce projet a été adopté avec 109 voix pour, 4 contre et 0 abstention. Les députés se sont ensuite penchés sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-04 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 25 milliards signé le 18 décembre 2013 à Bamako entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 110 km de voirie urbaine de Niamey. Ce projet de loi a été adopté avec 70 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le ministre d'État, ministre du Plan, a à cet effet remercié la représentation nationale pour cette adoption. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération dans le domaine de défense entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République fédérale du Nigeria, les députés, après la discussion générale, ont adopté le projet de loi avec 66 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les travaux à l'Assemblée nationale se sont poursuivis. Ce matin, les députés nationaux ont examiné et adopté 5 autres projets de loi, dont les 3 premiers relatifs à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger par la Banque mondiale, par la Banque islamique de développement BID, et le 4e et le 5e relatif à l'électrification de certaines villes de notre pays et à l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République de l'Italie. Nous y reviendrons du cours même de cette édition. Cérémonie cet après-midi à l'ambassade de Turquie, l'ouverture du consulat général honoraire de ce pays dans la région d'Agadez. Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de commerce, a été désigné pour être consul. C'était en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, et de plusieurs autres membres du gouvernement, Oumou Jemila Moudachirou et Issouf Suleiman. Par ce geste, Moussa Sidi Mohamed est désigné consul général honoraire de la Turquie à Agadez. Un consulat qui vient d'être créé après 2 ans et demi de l'établissement de l'ambassade de Turquie à Niamey. En général, notre objectif pour créer ce consulat honoraire,
pour bien renforcer les relations culturelles, économiques, aussi les coopérations techniques, mais aussi en même temps pour aider les autres citoyens turcs qui sont là-bas de temps en temps, parce que c'est une région assez loin de Niamey. Conscient de la lourde tâche qui lui est confiée, Moussa Sidi Mohamed s'est engagé à s'y investir pleinement pour le bonheur des deux pays. En acceptant d'accéder à cette fonction, j'ai pleinement mesuré l'ampleur des tâches qui s'y attachent. J'ai aussi mesuré les conditions que cela requiert pour raviver davantage la flamme de la coopération entre les deux pays à travers l'ouverture de ces postes consulaires qui prend en compte les liens historiques entre les peuples de la cité de l'Aïr et ceux de la Turquie. Sachant que je pourrais compter sur l'appui des autorités des deux pays respectifs, je prends donc l'engagement solennel de m'y investir sans réserve. Poste mérité pour le récipiendaire selon le ministre d'État en charge de la coopération Bazoum Mohamed. J'en suis heureux, monsieur l'ambassadeur, à un double titre. Premièrement, c'est que avant qu'il soit votre consul honoraire à Agadez, Moussa Sidi était votre représentant au Niger de façon générale, parce qu'à chaque fois, avant que vous ouvriez l'ambassade, que je l'ai vu avec des Turcs. L'autre raison pour laquelle je suis heureux d'être témoin de cet événement, c'est que la relation entre la Turquie et le Niger, pour vieille qu'elle est, n'en a pas moins été à un moment donné quelque chose de tout à fait relevant peut-être de l'histoire et de la mémoire de ceux qui peuvent encore s'en souvenir. La vérité, c'est qu'elle a connu ces dernières années une très forte intensité. Protéger, développer et contribuer à la promotion des intérêts de la République de Turquie sont entre autres les missions de ce nouveau consulat. Le ministre de la Justice, garde Sceaux, porte-parole du gouvernement, a entamé depuis hier une mission de travail dans la région d'Agadez. Aussitôt arrivé dans la capitale de l'Aïr, Marou Amadou et sa délégation se sont rendus à Arlit en vue de s'inquérir des dispositions prises par les autorités pour faire face au phénomène de la migration de femmes et enfants en direction des pays voisins du Nord. Nassir Nakakale, Hachim Mohamed. Accueilli d'abord à l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikidou, Amadou devait effectuer, peu après en compagnie du préfet d'Arlit, Alat Mougaskia, des visites au niveau de la maison d'arrêt d'Arlit d'abord, qui a constitué la première étape. Il s'agit d'une ancienne maison des jeunes de la Samaria transformée en prison civile en 1985, entièrement construite en Banco. Le ministre et les membres de sa délégation ont écouté attentivement les doléances avant de livrer les réponses aux différents cas posés. La mission s'est intéressée aussi au bloc réservé aux femmes détenues pour cause de traite. Elles sont une quinzaine à peu près. Coupables ou complices avérés de la traite des personnes exclusivement constituées de femmes et des enfants. Cette question qui a beaucoup braqué les projecteurs de l'actualité ces derniers mois sur la région d'Agadez, où transitent des femmes et des enfants en provenance du département de Kanché, région des Inter. La preuve a été donnée au ministre et sa délégation en se rendant au commissariat d'Arlit où il a trouvé 18 femmes et 39 enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 10 ans. De nouveaux cas de traite en instance de départ après la tragédie de 92 morts en novembre 2013 dans le désert du Ténéré. Le ministre de la Justice n'a pas manqué de poser lui-même des questions aux femmes candidates à cette mésaventure sans lendemain. À quelques centaines de mètres du commissariat d'Arlit, un autre centre d'accueil a été ouvert. La délégation a trouvé 26 femmes et 48 enfants dans les mêmes dispositions de départ. Au regard de cette situation, le ministre de la Justice a présidé une importante réunion d'échange avec tous les acteurs locaux confrontés à ce phénomène récurrent de la traite des enfants. Le problème majeur, comme vous venez de l'évoquer, c'est comment réprimer le crime et épargner les enfants et les femmes allaitantes. Sur ces questions, Madame la directrice régionale du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, les magistrats sont dans cette salle. Ils ne peuvent pas faire étalage de ce qu'il y a dans leur dossier, c'est évident, mais ça fait pleurer. Il est difficile de trancher facilement dans cette affaire.
Ces gens qui apparaissent comme des victimes à nos yeux, notamment les femmes, ne le sont pas forcément. Ça donne à des infractions graves qui, comme vous l'avez si bien dit, n'honorent ni notre pays, ni tout simplement leur dignité de femmes et d'hommes. Inauguration ce matin à Bongoula, située dans le département de Kolo, région de Tillabéri, de 4 salles de classe par une ONG turque basée en Allemagne à travers la fondation Tatalin Iyali, présidée par la première dame Dr Malika Issoufou. Des précisions avec Khadijatou Zada et Hamidou Abdoulaye. Hélène innove, cette ONG turque basée en Allemagne à travers la fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou, a inauguré ce matin à Bongoula 4 salles de classe dont 2 pour les filles et 2 pour les garçons. Dénommée complexe scolaire privé franco-arabe Al-Hulal Coran de Bongoula, cette école viendra une fois de plus rehausser le taux brut de la scolarisation des enfants à l'école. Nous avons décidé d'aider et de soutenir les efforts que le gouvernement fait dans le domaine de l'éducation. Et c'est de cette motivation que nous avons décidé de construire une école. Et notre souci majeur était d'offrir aux jeunes garçons comme aux jeunes filles l'éducation adéquate. La scolarisation des jeunes filles et garçons à l'école, une des priorités de la fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou. Je profite pour demander aux parents de bien vouloir inscrire leurs filles ici à l'école. Ce n'est pas fait que pour les garçons, c'est déjà bien, j'ai vu beaucoup de petites filles ici, donc il faut que ces petites filles viennent à l'école. Cette belle réalisation, dis-je, elle vient en complément des nombreux efforts que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, sont en train de consentir pour le développement de l'éducation. La délégation de la fondation Tatalin Iyali, conduite par la vice-présidente Mme Ben Wahab Aïchatou, a rendu une visite de courtoisie au chef de Bongoula et profité de la même occasion pour le remercier du terrain qu'il a mis à la disposition de l'ONG turque à travers la fondation Tatalin Iyali pour la construction des salles de classe. Il faut préciser que 8 hectares ont été également mis à la disposition de cette fondation pour la construction d'un hôpital, toujours à Bongoula, par le petit frère du chèque, une requête de la population de Bongoula à l'endroit de la fondation Tatalin Iyali de Dr Malika Issoufou. Remise de dons également ce matin par la fondation Tatalin Iyali en collaboration avec le complexe privé Lumière Vive à l'endroit de l'orphelinat Aliyatama de Niamey. Une remise de dons présidée par la vice-présidente de cette fondation. On retrouve Khadijatou Zada et Hamidou Abdoulaye. Malika Issoufou, en collaboration avec le complexe scolaire privé Lumière Vive, a fait un don à un orphelinat de Niamey appelé complexe scolaire privé Aliyatama. Un don composé de 10 sacs de riz, 10 sacs de maïs, 10 cartons de sucre, 2 cartons de cahiers et 2 cartons d'habits. Nous avons reçu l'appui conséquent de la fondation Tatalin Iyali qui donc par ma voix l'ensemble de la communauté du complexe scolaire privé CSP Lumière Vive remercie chaleureusement son Excellence, la première dame Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatalin Iyali, pour son degré élevé d'humanisme. De ce fait, nous encourageons la fondation dans ses efforts en faveur des ménages et des enfants nigériens en difficulté. La requête qui m'a été faite tout à l'heure par la directrice de l'établissement et la construction d'un appartement qui doit abriter les filles. Parce qu'actuellement, elle m'a fait savoir que les filles sont en dehors, elles n'ont pas donc d'internat. Elles vont le soir coucher dans des familles d'accueil et elles reviennent le matin pour apprendre. Le secrétaire général de l'ONG Aliyatama a remercié les généreux donateurs pour ce geste combien louable.
Nous vous tenons à vous remercier pour ce geste qui nous va droit au cœur. Le centre orphelinat Aliatama regroupe 96 enfants, dont 28 filles qui sont recrutées à Niamey, exclusivement à Niamey. Les garçons sont venus de toutes les régions. Ça fait 3 ans que nous procédons à des recrutements et ces garçons viennent de tous les départements du Niger. Donc nous avons voulu que cet orphelinat soit nigérien. Ces actions louables de la Fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou démontrent son véritable engagement à l'épanouissement des enfants nigériens. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, en collaboration avec la Direction générale des impôts et le cabinet KMC, a organisé ce matin à Niamey un atelier de sensibilisation sur les réformes SISCOA et OHADA, un atelier de 2 jours à l'intention des opérateurs économiques du Niger. Jocelyne Amoussou et Issouf Suleiman. C'est la réforme SISCOA-IRFS, nouveau référentiel comptable de l'OHADA, qui retient le plus l'attention des opérateurs économiques. Cette réforme change toute l'approche conceptuelle de l'information financière dans la zone UEMOA. C'est entré en vigueur au 1er janvier 2014. Cela consiste à faire converger notre référentiel comptable de SISCOA vers les IFRS qui constituent le référentiel mondial en fait un peu utilisé partout dans le monde. Nous avons organisé ces ateliers pour que les opérateurs économiques soient bien informés et surtout bien outillés pour pouvoir assurer la transition entre l'ancien référentiel et le nouveau référentiel comptable. Ces changements sont très très profonds et c'est pour ça que ça nécessite une grande sensibilisation de l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient mis vraiment à niveau, pour que ça puisse être vraiment adopté et adapté dans notre environnement économique. Le système comptable OHADA a changé de visage depuis 2013 et le Niger veut se mettre au pas de ces différents changements et même aller au-delà. L'avantage, c'est qu'on aura une bien meilleure information financière, les choses seront plus simplifiées. Le tableau financier des ressources et des emplois a disparu. Ceux qui savent ce que c'est comme si vous leur dites qu'il n'y a plus de famine au Niger. On a une information financière de meilleure qualité, c'est-à-dire tout le monde pourra lire c'est quoi un bilan. Et aujourd'hui, nous sommes proactifs. Par exemple, dans la zone UEMOA, le Niger risque d'être le modèle dans ce sens-là, parce que déjà notre direction générale des impôts est en train de travailler pour adapter la fiscalité à la nouvelle réforme comptable. Je ne connais aucun pays dans la sous-région qui fait ça. À travers la réforme SISCOA-IRFS de l'OHADA et les changements dans le droit des sociétés commerciales et GUE, l'objectif est de mesurer la performance des entreprises à travers leur comptabilité et d'améliorer la sécurité juridique des opérateurs économiques. Retour à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés nationaux ont examiné et adopté 5 autres projets de loi, dont les 3 premiers relatifs à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger, financés par la Banque islamique de développement BID, et le 4e et le 5e relatif à l'électrification de certaines villes de notre pays et à l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie. Khadijatou Hassan et Askou Jibril. Le premier projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2014 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de près d'un montant de 5 299 000 dinars islamiques, soit 3 831 885 400 francs CFA, signé le 13 novembre 2013 à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID, pour le financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le second projet de loi concerne l'ordonnance numéro 2014 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord d'estissement et de l'accord de mandat signé le 13 novembre 2013 à Jeddah entre la République du Niger et la BID,
relatif au projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Enfin, le troisième projet de loi ratifiant l'accord de prêt numéro 2 NIR et de l'accord de mandat signé le 13 novembre 2013, toujours à Jeddah en Arabie Saoudite, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement relatif au projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Tous ces trois projets de loi ont été adoptés avec 76 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après discussion générale et discussion article par article à son alinéa 1 et 2, tous les présidents des groupes parlementaires ont donné des consignes de vote favorables à ces projets de loi, ce qui a suscité une réaction favorable du ministre d'État, ministre du Plan, Cissé Amadou Boubacar. Merci d'abord pour la flexibilité que vous avez bien voulu observer en nous permettant d'examiner l'ensemble des lois, y compris celles qui étaient prévues pour cet après-midi. Et je vous remercie en particulier d'avoir soutenu l'action du gouvernement par l'adoption de ces différentes lois, ce qui nous permet aujourd'hui de voir une très grande visibilité sur le financement de notre programme de l'initiative 3N, et en particulier sur tous les aspects liés à la sécurité alimentaire. C'est un programme complet qui touche l'essentiel des préoccupations que nous avons. Ensuite, c'est le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2014 du 26 février 2014 autorisant la ratification du contrat de prêt concessionnel gouvernemental le 13 novembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et l'Export-Import Banque Exim Bank de Chine d'un montant maximum de 463 millions de yuans renminbi, équivalent à 36 294 456 000 francs CFA. Ce projet de loi est relatif au financement de projets de construction de la ligne de transport d'électricité d'une puissance de 132 kVA sur le trajet Soraz-Zender et Maradi-Malbaza. Enfin, le cinquième et dernier projet de loi voté ce matin fut l'ordonnance numéro 2014 du 26 février 2014 autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie signé le 9 février 2010 à Niamey. C'est ainsi que le quatrième et cinquième projet de loi passe à travers un vote d'ensemble avec 78 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Il est à noter que le vote de tous ces projets de loi permettra d'une part d'améliorer la situation de l'approvisionnement en énergie électrique dans nos différentes régions, mais également d'alléger la souffrance des populations en matière d'électricité. Un autre point important à souligner toujours par rapport au vote de ces différentes lois est de lutter efficacement, entre autres contre l'immigration illégale, la traite des êtres humains, le trafic illicite d'armes, le trafic de véhicules volés, le trafic de produits toxiques, le blanchiment d'argent, la fabrication de passeports, mais aussi des visas et autres documents. C'est à l'issue de ces 5 projets de loi votés que le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, a clôturé les travaux de la journée d'aujourd'hui. Pour renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale, notamment dans le domaine de la communication et de l'informatique, la coopération française a fait un don d'une salle informatique équipée et de matériel de transmission. Une partie de ce matériel déjà installé a été visitée ce matin par l'attaché de défense et celui de la sécurité intérieure de l'ambassade de France au Niger. Gérard Abdelaziz est à côté de Ouagalassan. Dans ce don de la coopération française à la gendarmerie nationale nigérienne, le col de la gendarmerie nationale a bénéficié d'une salle informatique entièrement équipée avec 18 ordinateurs notamment. L'attaché de défense, le colonel Pichot, celui de la sécurité intérieure, le commissaire divisionnaire Deluc, accompagné pour la circonstance des chefs des projets instruction au haut commandement de la gendarmerie et de transmission et d'informatique à l'état-major de Niger, ont trouvé à ce niveau 29 stagiaires des forces de défense et de sécurité en pleine formation en administration des serveurs. La formation donnée par le sergent-chef Timen a débuté le 28 avril et s'étendra jusqu'au 4 juillet prochain.
L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale a reçu pour sa part 27 portatifs VHF et de matériel pour développer des ateliers de dépannage. Quant à la division de la transmission et d'informatique, elle a été renforcée en moyens de communication et matériel informatique à la grande satisfaction du commandant de la gendarmerie territoriale qui a présenté sa gratitude aux donateurs. C'est le lieu ici de rendre hommage à la coopération française en général et particulièrement la coopération entre la gendarmerie nationale et la gendarmerie française qui depuis les indépendances n'a cessé de soutenir et d'appuyer les efforts de nos autorités à équiper nos forces de défense et de sécurité. Au nom du haut commandant empêché, je vous rassure que ce matériel sera utilisé dans l'esprit et selon le vœu du donateur. Notez que la grande partie de ce don de la coopération française est installée et opérationnelle et des gendarmes ont été formés pour l'utilisation du matériel à la satisfaction générale des visiteurs. Les femmes de la sous-région engagées dans les activités pastorales et de l'élevage et membres du réseau Bilatal Morobé se sont rencontrées à Niamey du 26 au 28 mai en vue de mettre en place un collectif régional des femmes éleveurs. Le compte rendu de cette rencontre avec nos reporters Djouari Isiaka et à côté Ouagalassan. Cette rencontre régionale des femmes du réseau Bilatal Morobé concernait les femmes du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Mauritanie et celles du Mali qui ont pour activité principale et en commun l'élevage. À l'issue des discussions, un communiqué a été rendu et un bureau intérimaire de 8 membres a été mis en place. La mise en place du collectif répond au souci du RBM de favoriser une meilleure inclusion de l'équité de genre dans l'organisation. C'est dans ce sens qu'il a inscrit au titre de ses priorités de mettre en place et de rendre opérationnel un espace dédié à la prise en compte systématique de la problématique de la femme pasteur. Les participants ont discuté des dispositions réglementaires, de l'ancrage institutionnel du collectif et de sa structuration. Les débats ont abouti à l'adoption d'un texte régissant le fonctionnement du collectif. À la fin de l'atelier, les participants ont adopté une feuille de route qui décrit les tâches de ce bureau et ont lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour soutenir la mise en œuvre effective de la feuille de route. Une quarantaine de participants ont pris part aux travaux, représentant les femmes pasteurs éleveurs de 7 pays du réseau Bilatal Morobé. Espérons que ce collectif serve de cadre pour la promotion du leadership féminin et la valorisation des activités économiques des femmes pasteurs de l'Afrique de l'Ouest. Le Bureau national de l'Association nigérienne pour la promotion de l'éducation citoyenne AMPEC Niger se réunit cet après-midi en séance extraordinaire à l'effet d'apprécier la situation sociopolitique et économique du Niger. À l'issue de cette réunion, une déclaration a été rendue publique. Suivons la teneur avec le président de cette association, Tagangal Ousmane. Sur la situation scolaire, AMPEC Niger se réjouit du climat d'accalmie qui prévaut actuellement sur l'ensemble du territoire national, de la construction de nombreuses classes en matériaux définitifs sur fonds propres de l'État. AMPEC Niger félicite également le gouvernement à travers la ministre des Enseignements secondaires qui, pour la première fois dans l'histoire éducative, implique fortement les acteurs à la base que sont les enseignants pour la révision des programmes d'enseignement. AMPEC Niger propose au gouvernement l'introduction dans les programmes scolaires de l'instruction civique et morale, communément appelée ICM, afin que nos élèves, nos scolaires, sachent bien leurs droits et devoirs conformément aux lois et règlements de la République. L'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne, AMPEC Niger, demande à l'État d'interdire le droit aux syndicats aux élèves mineurs du primaire au collège pour bien préparer leur avenir. Ici, en principe, aucun élève ne doit atteindre l'âge de la majorité, c'est-à-dire du primaire à la 3e, l'élève ne doit guère dépasser les 18 ans. Par conséquent, c'est un mineur. Des contrats miniers. AMPEC Niger félicite vivement le gouvernement du Niger
pour avoir obtenu la signature d'un partenariat équilibré Areva-Niger portant sur l'application de la loi minière de 2006. Deuxième point, la bonne gouvernance qui se concrétise par la nationalisation des postes de 2 directeurs à la Cominac et Soumaïr. En troisième point, les actions de développement dans le volet investissement. En lien avec ce dernier point de développement local, AMPEC Niger rappelle à certaines organisations de la société civile nigérienne que leur rôle, conformément à la charte des ONG et organisations, associations, est et demeure celle d'accompagner les actions de développement et non de s'adonner à la politique politicienne. Le Niger est déjà sauvé par le bon Dieu. De la situation récente à l'Assemblée nationale, AMPEC Niger demande au nom de la paix et de l'intérêt général du citoyen lambda, électeur, acteur principal d'accession au pouvoir, de ranger les guéguerres inutiles et de s'adonner au travail. L'exécutif gouverne et l'opposition doit critiquer objectivement pour apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale. Vive le Niger, vive la démocratie, je vous remercie. Tillabéri a abrité le lancement officiel de la formation et de sensibilisation au profit des pelotons méharis de la garde nationale du Niger. C'est le coordinateur du programme d'appui à la justice et à l'état de droit qui a présidé la dite cérémonie. Reportage Abdullah Soumana et Jibono. Les pelotons méharistes sont des unités de sécurité publique, spécialistes des zones nomades les plus reculées où les vols de bétail constituent l'infraction principale et le plus souvent commise par des groupes armés de manière récurrente. Ceux de la garde nationale du Niger complètent et renforcent le maillage sécuritaire du territoire national. Cet atelier qui regroupe les 5 pelotons de la région de Tillabéri, à savoir Goté, Bankilare, Aérou, Banibango et Abala, vise à former et sensibiliser les acteurs concernés dans la gestion du cheptel dromadaire de la garde nationale du Niger. En ouvrant les travaux, le coordinateur du programme d'appui à la justice et à l'état de droit a indiqué que cet atelier est le couronnement de plusieurs actions entrant dans le cadre de l'appui matériel qu'apporte l'Union européenne aux forces de défense et de sécurité en général et à la garde nationale en particulier à travers le PAGED. Cet appui aux brigades méharistes de plus de 145 millions de francs CFA a permis l'acquisition de 150 têtes de dromadaires composées de 122 mâles et 28 femelles pris en charge à travers l'administration des premiers soins dont 30 repartis dans la région de Tillabéri. L'achat et le stockage des sels minéraux en vue de leur fidélisation sur les sites, l'acquisition et la mise en place par le PAGED d'un important lot de produits vétérinaires pour l'ensemble du cheptel de la garde nationale du Niger sur une période de 2 ans, a poursuivi Oumarou Rabouma et Nassara. Et aussi la formation des agents techniques de l'identité judiciaire et le recrutement d'un agent technique en soins vétérinaires en vue d'effectuer le diagnostic de la santé des dromadaires et de préparer des séances de formation au profit des acteurs responsables de la gestion du cheptel dromadaire d'une part et d'autre part de disposer d'outils de suivi administratif du cheptel grâce à des procédés d'identification de chaque animal au moyen de la tenue de registres et de livrets individuels, objet de la présente cérémonie. Le gouverneur de la région de Tillabéri s'est quant à lui réjoui du lancement de cette série d'ateliers. Assimi Oudiabri a rappelé les importants efforts déployés par l'État et ses partenaires afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région de Tillabéri. Intervenant pour sa part, le haut commandant en second de la garde nationale a dit que le dromadaire est conçu comme moyen de déplacement traditionnel lié à l'histoire du Goumier, appelé garde-cercle, et qu'ils tiennent à son maintien en forme pour mener à bien leur mission de sûreté et de réussir l'esthétique de certains spectacles comme le défilé monté lors des fêtes. Pour Guiré Midou, la formation est un domaine complexe d'acquisition de connaissances. Pour ce faire, il a exhorté les participants à plus de vocation, d'engouement et d'attention particulière pour tirer le maximum d'enseignements au cours de cet atelier. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, conseiller spécial du président de la République, chef de l'État, M. Morou Kaboye, se réjouit du choix de sa commune pour abriter cet atelier et exprimer ses sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers pour les appuis au profit des populations.
En marge de cet atelier, le coordinateur du programme d'appui à la justice et à l'état de droit a présidé la cérémonie de réception provisoire du local de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire mis à la disposition du tribunal de grande instance de Tillabéri par le PAGED. Un bâtiment d'un coût d'environ 14 695 615 francs CFA. Célébration vendredi dernier à Agadez du 11e anniversaire de la campagne mondiale d'éradication de la fistule obstétricale. Plusieurs manifestations sont placées sous la présidence du secrétaire général de la région d'Agadez en présence des populations locales. Mariko Ibrahim et Moussa Efale. Elles étaient nombreuses les femmes à assister aux manifestations entrant dans le cadre de la campagne mondiale d'éradication de la fistule obstétricale. Cela témoigne de l'importance qu'elles accordent à la question. Outre les autorités régionales ont remarqué la présence massive des cadres de la santé et des partenaires intervenant dans le domaine de la santé. Dans l'allocution d'ouverture qu'il a prononcée, le secrétaire général de la région d'Agadez a indiqué que toute femme victime de fistule obstétricale a en amont vécu une complication obstétricale qui aurait dû l'emporter. Cette femme, a dit Adamou Halidou, est une rescapée et mérite attention, amour et assistance. En réponse à cette situation lourde de conséquences, dira le secrétaire général de la région d'Agadez, l'État et ses partenaires se sont pleinement investis dans la prise en charge de cette affection. En vue de faire face à ces fléaux touchant les femmes, Adamou Halidou précise que les autorités de la 7e République, à travers le ministère de la Santé, sous l'impulsion de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République et chef de l'État, et son premier ministre Birji Rafini, chef du gouvernement, ont organisé une rencontre internationale d'échange sur la fistule obstétricale avec plusieurs objectifs qui ont pour finalité bouter ces fléaux hors de notre pays. Des champs de troupes TESCO, des sketchs de sensibilisation pour lutter contre cette maladie et une conférence débat animée par des spécialistes ont été aussi organisés. Dr Waji Harouna, gynécologue à l'hôpital d'Agadez, définit plus en détail cette maladie. La fistule obstétricale, c'est une communication acquise entre les voies urinaires, à savoir la vessie, et les voies vaginales et les voies digestives, à savoir le rectum et le vagin. De cette communication, ça survient généralement après un accouchement difficile, ce qu'on appelle un accouchement dystocique, qui s'est déroulé sur plusieurs jours. Avec la descente de l'enfant, il comprime les tissus mous qui sont situés entre la vessie et le vagin. Cette compression entraîne un arrêt de la circulation sanguine et ça conduit à la destruction de ces tissus. Et avec les jours qui passent, dès qu'il y a, après l'accouchement, il y a la chute de ces tissus morts-là. Et maintenant, surveille la communication. Et après l'accouchement, on va voir l'écoulement soit des urines par le vagin, soit des selles par le vagin, ou soit des urines et des selles par le vagin. Si c'est des urines seules, c'est ce qu'on appelle les fistules vésico-vaginales. Si ce sont les selles, c'est ce que nous appelons les fistules recto-vaginales. Mais on peut avoir une association de fistules recto-vaginales et fistules vésico-vaginales. La cause de cette fistule-là, c'est un accouchement difficile, dû généralement à une présentation qui ne peut pas s'accoucher par voie basse. Et normalement, si on arrive à faire le diagnostic à temps, cette femme-là devrait bénéficier d'une prise en charge adéquate, à savoir la césarienne ou un accouchement voie haute. Dans la région de Tawa, le préfet du département de Malbaza vient d'entreprendre une tournée en profondeur dans son entité administrative. Objectif, visiter les réalisations faites dans le cadre du programme de la Renaissance et échanger avec les populations sur plusieurs questions d'intérêt national. Hawa Mamoudou et Léo Lissini. Il s'agit pour le préfet de Malbaza, Mouha Egour, qu'accompagnent pour la circonstance les autorités administratives et coutumières, les responsables des forces de défense et de sécurité, le maire Aboubakar Sahabi, de visiter le fourrage de Fouragirki,
d'une profondeur de 470 mètres et d'un débit de 73 mètres cubes heure pour une valeur de 850 millions de francs CFA. Selon le directeur de l'hydraulique, cette mini-AEP, une fois achevée, desservira 6 villages et 5 petits hameaux, dont 6 380 habitants de Foura-Girki. Une belle promesse tenue par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, qui fait aujourd'hui la fierté des populations de Foura-Girki. Le préfet Egour Moha devait saisir par la suite l'occasion pour transmettre les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, avant de visiter d'importantes réalisations faites dans le cadre du programme de renaissance, dont l'embauche pour les femmes de Guida Ider et Nobi et les infrastructures scolaires de la programmation 2013, dont le niveau d'exécution est de 75%. À Malbassa, le préfet a procédé au lancement de la vente à prix modéré de 140 tonnes de mil, dont le sac de 5 kg est à 13 000 francs CFA. Partout où la mission est passée, elle a échangé avec les populations sur plusieurs sujets, dont la santé, l'éducation, la sécurité des biens et des personnes, sujets débattus par les responsables de forces de défense et de sécurité qui ont demandé la collaboration sans faille des populations. Notons enfin l'intervention des autres membres de la mission qui ont pris la parole pour expliquer à l'assistance la tâche qui leur est dévolue. Occasion pour le maire de la commune rurale de Malbassa, Aboubakar Sahabi, de faire le bilan de toutes les activités positives menées par sa commune, telles que le rechargement de la route Lawa-Nobi, l'assainissement du marché de Malbassa, la construction d'une classe et équipée à Tsalamadanya et autres. Dans la région de Maradi, cérémonie de remise hier à Tibri-Gobir de 15 motos-taxis aux jeunes commerçants de la dite localité suite d'une déclaration de soutien à fils du terroir et au programme de renaissance du président de la République. Des précisions avec Sanoussi Gerba et Moussa Jariri. Al-Haj Sani Atea, ce jeune opérateur économique de Maradi, connu pour ses multiples œuvres de bienfaisance à l'endroit des jeunes, a pensé cette fois-ci aux jeunes commerçants de Tibri-Gobir. La remise des 15 motos-taxis de marque CG125 aux jeunes de la ville de Tibirin-Gobir est le début de la concrétisation d'une série d'engagements pris par Al-Haj Sani Atea en faveur de la population de la dite localité, à savoir le rechargement à latérite de plusieurs voies et un soutien financier de près de 200 millions de francs CFA aux jeunes commerçants pour leur permettre de fructifier leurs affaires. Tous ces gestes sont allés droit au cœur de la population de Tibiri, particulièrement les jeunes qui ont rendu publique cette déclaration. Dans cette déclaration, les jeunes ont remercié le généreux donateur pour l'intérêt qu'il manifeste aux problèmes de développement du Gobir, à toutes les actions entreprises pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre le chômage des jeunes. Action qui cadre parfaitement avec le programme de la renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Ces jeunes commerçants, issus de plusieurs formations politiques, ont décidé de soutenir le président de la République, Issoufou Mahamadou, dans ses actions. À la fin de la cérémonie, Al-Haj Sani Atea et des centaines de jeunes unis derrière Laminou Abba, président des jeunes Tareya de Tibiri, se sont transportés au palais où le sultan du Gobir, Al-Haj Abdou Bala Marafa, a salué et encouragé le geste de Al-Haj Sani Atea et a appelé les autres opérateurs économiques à... Et dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et la promotion de l'emploi dans la région de Zender, l'UNICEF a financé une formation professionnelle de 3 mois pour les jeunes pour constater le bon déroulement de cette formation. Le secrétaire général de la région était sur le lieu de cette même formation. Jemila Amadou et Ali Abou. Au niveau du foyer féminin de Zender, 45 jeunes filles sont formées au métier de la couture, de la teinture et de la cuisine. La formatrice a expliqué le processus d'apprentissage par rapport aux moyens mis en œuvre pour la formation. Au niveau de la Nigétech, une cinquantaine de jeunes sont également formés, soit en informatique, en électricité, en menuiserie bois et métallique et en restauration. Là aussi, la délégation a reçu d'amples explications à ce qui concerne la volonté des jeunes apprenants. Très émus par cette volonté inébranlable,
Haruna Asakale a encouragé les uns et les autres à continuer dans le même sens pour relever le défi. Surtout, devait-il ajouter, la jeunesse constitue le fer de lance du développement socio-économique. Ils ont à leur tour magnifié leur reconnaissance par rapport à la prise en compte et le soutien qu'apportent les autorités locales à leur égard. Ils demandent par conséquent des appuis pour leur insertion sociale après la formation. Ouverture ce matin à Tawa des travaux du 5e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs des magasins sous douane. Et c'est le directeur de cabinet du ministre des Finances qui a présidé cette cérémonie structurelle. Fatih Bamo et Yazira Biou. Ce 5e congrès qui s'ouvre aujourd'hui permettra aux congressistes de faire les bilans critiques mais objectifs de leur activité, apporter les amendements nécessaires à leurs textes fondamentaux et de mettre en place un nouveau bureau exécutif. Le thème retenu pour ce 5e congrès est « Les magasins sous douane, défis et perspectives ». Ceci dénote la parfaite convergence des vies entre le syndicat national des travailleurs des magasins sous douane, Centramad, qui cadre avec la vision de l'administration des tutelles. Dans son intervention, le secrétaire général d'Iben Centramad, M. Gourou Boubacar, a souligné que le problème majeur auquel ils ont eu à faire face tout au long de leur mandat a été la tentative de mise en concession des magasins sous douane au profit des chambres de commerce. Nous prenons le ferme engagement de combattre farouchement tout rattachement dont l'option ne privilégiera pas l'intérêt des travailleurs des magasins sous douane et l'intérêt supérieur du Niger. En présidant les assises de ce congrès, le directeur du cabinet du ministre des Finances, M. Abdou Magaji, a fait ressortir dans son allocution que la préoccupation du gouvernement est de corriger toutes les anomalies, comme ce fut le cas des débuts des années 70, avec la décision de Sakopao de se désengager de la gestion des magasins sous douane et qui a contraint le gouvernement à confier à la douane à titre transitoire cette gestion. Quant au représentant de la Fédération syndicale des travailleurs CDTN, a dans son intervention souligné l'inestimable contribution du Centramad dans les activités syndicales de la CDTN, qui fait de la Centramad un des piliers sur lesquels la centrale syndicale compte pour maintenir son leadership sur l'échiquier syndical national. Les épreuves du brevet sportif session 2013-2014 ont débuté hier. Examen lancé par la ministre des Enseignements secondaires. Les conditions du déroulement de ces épreuves avec Daouda Hassan. Ils sont au total 93 783 candidats sur toute l'étendue du territoire national à se présenter dans leurs centres respectifs au brevet sportif session 2013-2014. Soit en hauteur, soit en longueur, vitesse, gymnastique et lancer de poids sont entre autres disciplines dans lesquelles ces différents candidats auront à concourir tout au long de ces examens. Occasion pour la ministre des Enseignements secondaires pour féliciter et encourager les candidats. Ça se déroule dans de très bonnes conditions, dans la sérénité. Nous avons trouvé les élèves sur place et les encadreurs aussi. Donc c'est le lieu de les encourager et vraiment de leur souhaiter bonne chance. À l'intérieur du pays, les candidats ont subi ces épreuves sous l'œil des autorités régionales en charge de la question. Par ailleurs, des dispositifs de sécurité et de prise en charge sanitaire ont également pris pour mettre les candidats dans les conditions optimales d'examen. Ces épreuves dureront une semaine. Retour à Zender avec le secrétaire général de la région qui a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture du championnat de solidarité et de football interquartier de la ville de Zender dans le but de renforcer les liens d'amitié et prévenir les conflits entre les jeunes de la localité. Garba Maman Kabiru et Ali Abou. Ce tournoi de football dit championnat de solidarité interquartier de la ville de Zender, organisé sous l'égide de l'Union de coopératives des jeunes en collaboration avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la culture de Zender et l'association des jeunes footballeurs à Kabylie, consiste à rapprocher les jeunes de la ville de Zender aux fins d'une mobilisation autour de la question dans un esprit sportif inébranlable, compréhensif et prévenir par voie de conséquence la paix. Aussi, en procédant au lancement officiel du tournoi qui regroupe
regroupe 20 équipes des différents quartiers de la ville de Zender. Le secrétaire général de la région de Zender s'est du reste réjoui de cette initiative des jeunes et salué leur souci quant à asseoir une paix durable par la prévention des conflits à travers notamment la création autour du ballon rond des conditions d'une culture de dialogue et de compréhension entre les jeunes des différents quartiers. Quant au deuxième vice-président du conseil de ville de Zender, tout en dédiant ce tournoi aux anciennes gloires du football, notamment Laondidi, Dune, Mathias et leurs camarades, n'a pas manqué d'exhorter les jeunes à faire preuve de fair play, de tolérance et de discipline sportive afin que les objectifs assignés à cette rencontre du donner et du recevoir soient pleinement atteints. Auparavant, Rahman Babale, président de l'ICJ de Zender, dans son mot de bienvenue, devait s'appesantir sur les tenants et aboutissants de cette initiative avant de réitérer, au nom de tous les jeunes de Zender, sa profonde gratitude aux autorités régionales pour leur soutien à la jeunesse et leur implication sans commune mesure dans le renforcement de la culture de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. A noter que ce tournoi s'étalera du 23 mai au 7 juin 2014. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis également. Au revoir.